atelier 5, sciences et technologies. Alors, on le recommence, celui-là, parce que le son, à un moment donné, à la 21e minute, n'était plus bon. Alors, en espérant que le son va être toujours bon jusqu'à la fin. Alors, nous sommes dans l'univers technologique, l'univers matériel, excusez. Alors, dans l'univers matériel, la transformation de l'énergie, la loi de la conservation de l'énergie, elle dit que, selon la loi de la conservation de l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée d'une forme à une autre. Alors, ne pas se mêler avec la loi de la conservation de la matière, mais c'est un peu le même principe, mais appliqué à l'énergie. Alors, la loi de la conservation de l'énergie, tout simplement, c'est que l'énergie qui est mécanique, elle est égale à l'énergie qui est potentielle plus l'énergie cinétique. On va l'expliquer par un petit schéma tantôt. Alors, l'énergie mécanique, hein, c'est de la physique qu'on est en train de faire. Alors, la physique, ce sont des variables et des unités. Alors, l'énergie mécanique, ou on peut dire aussi l'énergie totale, c'est la même chose. Alors, l'énergie totale va toujours être conservée, bien entendu, si on n'a pas de frottement. En 5e secondaire, on va aller un petit peu plus loin dans cette notion-là. On peut la noter, là, E total ou E tot, peu importe. Nous avons l'énergie potentielle, donc qui est associée le EP, qui est l'énergie due à la position, en fait à la hauteur. On va voir la formule tantôt. On n'aura pas vraiment à l'utiliser en ST, mais la formule pour calculer l'énergie potentielle, ça nous aide à comprendre c'est l'énergie qui est due à la hauteur de l'objet. Donc, plus un objet va tomber de haut, plus il a de l'énergie potentielle. Donc, supposons que nous avons un livre qui tombe, je ne sais pas moi, à 30 cm du sol et que nous avons un pied ici, alors ça ne fera pas vraiment mal. Mais par contre, si le livre tombe un petit peu plus de haut, alors ça va faire un petit peu plus mal pour le petit pied. Ensuite, nous avons d'associer avec l'énergie mécanique l'énergie cinétique. En fait, l'énergie cinétique, on peut aussi écrire EC, donc pour la cinétique, mais en fait, c'est le K, parce qu'en arabe, kinétique commence par K, donc ça veut dire le mouvement. Alors ça, c'est lié avec cette énergie-là. Oups, je me suis trompée tantôt, je ne voulais pas faire Q, mais c'est parce que l'énergie, c'est aussi Q, on l'a vu avec la formule Q est égal à MC delta T. Ici, je voulais dire tout simplement énergie potentielle, je m'excuse. L'énergie cinétique, elle est liée avec la vitesse. Donc, c'est cette formule, mais vous n'avez pas à l'utiliser en ST. Alors, on voit que plus le corps, donc si on a par exemple un objet qui est en mouvement, un individu par exemple qui court, donc s'il y a quelqu'un en face de lui qui est immobile, alors si la personne le frappe en courant, il y a plus d'impact que si la personne fait juste marcher et se dirige sur lui et le frappe. Alors, tout simplement, on retient que l'énergie totale ou l'énergie mécanique est en lien avec l'énergie mécanique, pas l'énergie mécanique, pardon, mais l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Et bien entendu, les énergies sont toujours en joules. Alors ici, nous avons pour illustrer un cas parmi tant d'autres, nous avons les petites montagnes russes en fait. Alors à différents points, le point A, le point B, le point C, le point D. Alors, tout au long du trajet du petit train, nous allons avoir que l'énergie totale en A va être égale à l'énergie totale en B, va être égale à l'énergie totale au point C, ou l'énergie mécanique, c'est la même chose, est égale à l'énergie totale en D. En fait, elle va être juste, l'énergie totale va être la même. Alors, si on a 1000 joules, on va avoir 1000 joules ici, 1000 joules ici, 1000 joules ici au total. Pardon, 1000 joules ici. Par contre, elle va fluctuer cette énergie-là. Donc, soit qu'on va en avoir plus en potentiel ou en cinétique, ou vice-versa. Donc, par exemple, si je prends le petit chariot qui part à la position A, il part de façon immobile, ici. Donc, ce qu'il va avoir, le petit chariot,
son énergie totale en A, eh bien, c'est toujours l'énergie potentielle due à sa position, plus l'énergie cinétique, donc due à sa vitesse. Mais comme il n'a pas de vitesse en A, cette énergie-là est 0 joule. Par contre, il a du potentiel. Donc, c'est dû à sa hauteur, tout simplement. En B, tranquillement, lorsqu'il va descendre, il va perdre en hauteur, donc perdre en potentiel, mais en gagner en cinétique, en vitesse, parce que sa vitesse va augmenter. Et là, ici, en B, il va être en mouvement. Il va avoir les deux, en fait. Il va avoir du potentiel, il y a encore une hauteur, et en même temps, il va avoir du cinétique. Donc, en B, son énergie totale sera égale à de l'énergie potentielle en B, plus de l'énergie cinétique en B. Alors, il va avoir les deux. Par exemple, si on avait au total 1000 joules, c'est pas le cas, là, mais c'est juste pour illustrer. Alors, on avait 0 en cinétique, tout en potentiel. Si on a en B, par exemple, les deux, ben, par exemple, on aurait, je sais pas moi, 4 en potentiel 400 et 100 en cinétique, par exemple. Il faut que le total soit toujours le même. Donc, on obtient 1000. En C, qu'est-ce que nous avons? Oups! En C, nous avons aussi l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Mais en C, nous n'avons plus de hauteur par rapport au sol. Donc, l'énergie potentielle en C est 0 joule. On va tout avoir en cinétique. Ça veut dire qu'on aurait, mettons, 1000 joules tout en cinétique. Et ainsi de suite. Alors là, l'énergie est juste transformée. Elle est conservée, l'énergie totale. Tantôt, elle est plus en potentiel, plus en cinétique, moins en potentiel, plus en cinétique, et etc. En D, alors ici, lorsqu'on va monter, on va en perdre en vitesse, en cinétique, mais on va en gagner en potentiel, mais le total va toujours donner 1000. Alors, c'est ça le principe, tout simplement. Avec l'énergie, ce qui est très important pour l'examen de fin d'année, c'est le rendement énergétique. On vous donne la formule sur la feuille de formule. N'oubliez pas d'aller voir vos formules. On peut faire aussi une règle de 3 comme je vous ai montré. En passant, il y a des cours dans l'onglet sur le site internet patiosciences.com, dans l'onglet ST, que vous pouvez toujours aller voir des cours qui sont plus spécifiques à certaines branches, sont plus détaillés. Alors, le rendement énergétique, on a vu qu'est-ce qui était important. C'était de trouver dans l'énoncé de la question l'énergie qui est consommée puis l'énergie qui est utilisée. Alors, l'énergie qui est consommée, c'est ce qui correspond à 100% et l'énergie qui est utilisée, c'est ce qui correspond au rendement. Les machines, même la machine humaine, n'a même pas un rendement de 100%. En fait, les machines n'ont pas de rendement de 100%. Nous avons un rendement tout simplement inférieur à 100. Il existe une machine qui est théorique, la machine de Carnot, qui, elle, nous donne un rendement de 100%, mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Alors ici, il suffit tout simplement de poser le problème. C'est un peu de la physique. Alors, on a l'élément chauffant d'une cuisinière électrique qui a fourni 2000 joules à une casserole pour faire bouillir de l'eau. Si l'eau n'a absorbé que 500 joules. Donc, on a utilisé un petit truc en passant. L'énergie utilisée est toujours plus petite. Donc, c'est une façon de retenir. Alors, l'énergie consommée va être plus grande. Donc, l'énergie consommée, c'est 2000 joules. Et ce qu'on a utilisé pour chauffer, donc l'énergie utile, est 500 joules. Donc, on pose notre problème correctement. La question qu'on nous demande, c'est le rendement. Et voilà. Il suffit tout simplement, donc le rendement, il n'y a pas vraiment d'unité. Donc, c'est le rendement. Alors, le rendement, tout simplement, on nous dit que c'est de l'énergie qui est utile. Retournez voir l'équation, là. Donc, l'énergie utile multipliée par le 100 avec le petit pourcent, le tout divisé par 2000 joules, qui est l'énergie consommée. Ce qui nous donne un rendement de 25. Il nous reste comme unité le petit pourcent. Et voilà. C'est normal d'avoir un rendement inférieur à 100. Si jamais vous arrivez à des rendements supérieurs, c'est parce que vous avez interverti là, les valeurs ici de joules d'énergie. On pourrait faire aussi, je vous le montre, une petite règle de 3, l'énergie consommée. Là.
est toujours, elle correspond toujours à 100%. Et l'énergie qui est utilisée, donc on met les énergies en dessous des énergies pour faire la règle de 3 et les pourcentages. Donc c'est le rendement ici qui est en pourcentage. Et voilà. Il suffit tout simplement de faire 500 fois 100 divisé par 2000. Ça revient au même petit calcul qu'on a fait avant. Un autre exemple. Oups. Donc l'exemple numéro 2. Nous avons l'exemple numéro 2. Quel est le rendement énergétique d'une grue qui consomme, alors ici, on le voit clairement, là, qui consomme, oups, il nous manquait des valeurs ici, là, c'est sur la, donc 15 250 joules, là. OK, ça se suit, là. Donc, 15 250 joules pour effectuer un travail. Ça veut dire, c'est ce qu'elle utilise. De toute façon, les valeurs sont toujours plus petites, les valeurs d'énergie utilisées. Alors, l'énergie consommée, notre 15 250 joules et notre énergie utilisée. C'est pas l'énergie perdue. Hein. Si jamais on vous donnait l'énergie perdue, il faudrait faire l'énergie consommée moins l'énergie perdue pour vraiment avoir l'énergie qui est utilisée. Elle est égale à 3500 joules. Alors, on veut le rendement énergétique de cette grue qui effectue un travail. Alors, le rendement, on va chercher la formule où on fait une règle de 3 tout simplement, est égal à 3500 joules multiplié par 100%, le tout divisé par l'énergie qui est consommée, 15 250 joules, ce qui nous donne un rendement, bien entendu, toujours inférieur à 100% de 23%. Et voilà. C'est ce qui termine l'univers matériel. Maintenant, allons dans l'univers technologique. L'univers technologique, très important d'apprendre le vocabulaire propre à la technologie. Alors, lorsque vous allez faire une analyse technologique, il faut vraiment nommer les pièces par leur vrai nom. Normalement, dans l'examen de fin d'année, elles sont identifiées dans des annexes. Il faut utiliser le vocabulaire. Il ne faut pas juste dire qu'une pièce tourne. Il faut dire qu'elle fait une rotation. Alors, dans l'univers technologique, il y a beaucoup de par cœur. Il faut très bien s'exprimer. Alors ici, les caractéristiques de liaison. On va vous les demander à l'examen de fin d'année. Il y en a 8 parce qu'il faut en donner 4. Alors, une liaison, elle est soit directe ou indirecte. Vous ne pouvez pas mettre les deux, là. Alors, il faut apprendre les mots par cœur. Il faut aussi retenir. Donc, il ne faut pas juste dire, bon, la liaison, une pièce est attachée avec l'autre. Non, 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 c'est pas ça. Il faut dire la liaison est directe ou indirecte. Lorsque vous avez une liaison qui est directe, pensez à des morceaux de casse-tête. Pensez à des bouchons qu'on visse sur une bouteille. Donc, il n'y a pas d'organe de liaison. Donc, ça, c'est bien important. Il n'y a pas d'organe de liaison. C'est quoi les organes de liaison? Ben, on a vu que c'était les vis, c'était la colle, c'était des rivets, c'était des... donc, il y a plusieurs organes de liaison. Alors, on peut avoir des ressorts qui lient deux pièces ensemble. Alors, ici, il n'y en a pas. C'est emboîté, ça va parfaitement. Donc, c'est une liaison qui est directe. Indirect, bon, on l'a mentionné un petit peu, là, c'est tout ce qui a un organe de liaison. Clou, vis, colle, vous avez rivet, etc. Donc, ici, par exemple, l'automobile, on voit que la roue là, est fixée à l'essieu par 5 vis et écrous. Et voilà. Alors, aussitôt que vous avez un organe de liaison qui relie deux pièces, donc vous regardez entre les deux pièces, est-ce qu'il y en a un organe de liaison? Si oui, alors vous avez une liaison indirecte. Par la suite, il faut donner une deuxième caractéristique. Vous allez dire, est-ce démontable ou indémontable? Pas les deux, une ou l'autre. Alors, il faut apprendre par cœur ces mots-là. Tout ce qui est en caractère gras. Mais aussi, pour être capable de faire l'analyse techno, il faut se souvenir, c'est quoi démontable? Démontable, il faut retenir que on peut séparer les deux pièces sans briser une d'entre elles ou même sans briser l'organe de liaison. Alors ici, je remarque que j'ai tout simplement une vis
qui relie ces branches-là de ma pince. Si je la dévisse, ça ne brise rien. La vis ne brise pas. Les deux parties de la pince ne brisent pas. Par contre, si j'avais un rivet, retenez que les rivets, là, ça brise. Il faut soit briser les rivets ou soit briser les pièces pour les séparer. Alors, lorsque c'est démontable, tout ce qui est vis, là, ça se dévisse, fait que c'est démontable. Alors, on ne brise rien. Si vous avez une liaison indémontable, par exemple, si vous aviez de la colle, donc deux morceaux qui sont collés avec de la colle, vous allez devoir briser le lien de colle. Même chose ici, les briques avec du mortier. Si vous voulez séparer deux briques, ben, il faut briser soit les briques ou le mortier. Donc, lorsque vous avez une liaison qui est indémontable, vous n'avez pas le choix de briser soit une des pièces qui est liée, les deux pièces, ou même l'organe de liaison. Un rivet, là, retenez ça, un rivet, il faut vraiment là, briser le rivet pour désassembler les pièces. Une liaison maintenant, troisième caractéristique, est soit rigide ou élastique, pas les deux. Alors ici, la liaison, lorsqu'elle est rigide, ça permet aucune déformation des éléments assemblés. Ici, j'ai des pattes, j'ai des petits barreaux qui sont liés, probablement avec de la colle, on ne le voit pas, il y a peut-être des vis, mais en tout cas, bref, si on prend ces deux pièces-là, ici, le petit barreau avec la patte, alors c'est une liaison qui est rigide. Donc, on peut pas, la position des pièces de ce tabouret ne peut pas changer, donc c'est rigide. Il n'y a pas de... Contrairement à des liaisons élastiques, ça permet aux pièces de se déformer ou aussi de déformer l'organe de liaison. Donc, ce n'est pas le cas ici avec le banc. Alors, les liaisons élastiques, la liaison élastique permet aux pièces de se déformer. Donc, les liaisons élastiques utilisent habituellement des ressorts ou des blocs de caoutchouc, des élastiques, peu importe. Mais aussi, lorsqu'on dit que les pièces peuvent se déformer, n'oubliez pas, là, vous avez aussi l'organe de liaison qui peut se déformer puis reprendre sa forme. C'est bien important. Pensons aux suspensions d'automobile, suspensions de vélo, etc. Donc, vous avez des exemples de liaisons élastiques. La quatrième propriété qu'il faut donner. Est-ce qu'elle est complète ou partielle? Alors, ça ici, complète, ça veut dire que si, par exemple, le manche ici de la pelle, on a le manche et on a la poignée. Alors, quand c'est complet, si vous tournez la poignée, ça entraîne aussi le manche. Et à l'inverse, si vous tournez le manche, ça l'entraîne aussi la poignée dans le même mouvement. Alors là, on dit que c'est complet. Si c'est partiel, ben, si vous prenez une pièce que vous bougez, que vous faites tourner, par exemple, l'autre ben, ne tournera pas nécessairement. C'est le cas ici de ce qu'on a en dessous d'une planche à roulettes. Donc, vous avez les roues qui peuvent bouger indépendamment du support qui, lui, est fixé à la planche. Donc, tu bouges les roues, le support ne bouge pas nécessairement. Alors, c'est ça une liaison partielle. Très important de reconnaître ça. C'est sûr que ça va donner un point chacune des liaisons. Par la suite, nos différentes fonctions, hein, les fonctions de conduction en électricité qu'on a vues antérieurement, d'isolation, de protection, etc. Il faut tout connaître ces mots-là par cœur. Il y a aussi en mécanique la fonction de guidage, lorsqu'on a une pièce qui sert de guidage. En passant, là, les pièces qui servent à guider une autre pièce, dans des analyses techno, posez-vous la question, quelle est la pièce que j'enlève qui ferait que toutes les autres pièces, ou en tout cas, qui ferait en sorte que les autres pièces tomberaient? Donc, ça va être l'organe de guidage à ce moment-là. Donc, si vous enlevez, par exemple, lorsqu'on a dans un boîtier des petits engrenages de petits autos, donc des petites dents avec des petits trous avec des dents qui sont toutes en friction. Bien souvent, c'est le boîtier qui sert d'organe de guidage parce que si vous enlevez le boîtier, là, tous les petits engrenages vont se déplacer, donc ils vont tomber. Donc, posez-vous tout le temps, qu'est-ce qui permet le guidage? C'est toujours là où les pièces, que lorsque tu les enlèves, ben, tout tombe finalement. Alors, les guidages, il y en a trois, il faut les reconnaître par cœur, il faut les nommer. Il ne faut pas juste dire ça tourne. Il ne faut pas juste dire ça se déplace. Il faut dire que ça fait une rotation, ça fait une translation, ou vous avez un guidage aussi hélicoïdal, donc c'est un mouvement de rotation et de translation. Des exemples, lorsque vous avez la rotation, ben ici on a toujours, souvent on a un cylindre de petit diamètre qu'on appelle l'arbre, qui est inséré dans le moyeu.
donc celui qui a un plus grand diamètre. Vous avez un exemple ici avec la poignée, le volant d'un vélo, le volant d'une auto aussi. Donc, vous avez le petit diamètre ici, le plus grand diamètre. Donc, on insère l'un dans l'autre. Ça permet la rotation. Au niveau des translations, on a toujours un organe qui va guider cette translation-là. Donc, ici, c'est mon cylindre et j'ai mon antenne qui peut faire un mouvement de translation. Ensuite, nous avons le troisième guidage. C'est hélicoïdal. Pensons au robinet extérieur. Lorsque vous le dévissez, le robinet fait une translation vers le haut. Donc, lorsque vous dévissez et que ça se déplace en translation en même temps. Donc, vous avez un mouvement de rotation et en même temps un mouvement de translation. Les vis en sont un très bel exemple. Par la suite, nous avons, très important, une autre fonction, les fonctions de transmission de mouvement ou de transformation de mouvement. Il faut vraiment, lorsqu'on va vous demander les pièces, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce que fait, exemple, cette roue-là lorsqu'elle tourne? Elle a la fonction de transmission. Elle transmet un mouvement de rotation à l'autre roue. Alors, c'est de cette façon-là qu'il faut parler. Alors, c'est des termes très précis techno. D'ailleurs, dans l'examen, on va toujours commencer la question en disant, en utilisant les termes propres à la technologie, donc vraiment précis. La transmission, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un objet qui transmet le même mouvement, donc il fait une rotation, exemple, et il transmet aussi un mouvement de rotation à une autre pièce du montage. Alors, on pense par exemple aux roues de friction. Les roues de friction, il faut aller un petit peu plus loin. Hein? Si vous avez une roue de friction qui tourne dans un sens, celle qui est immédiate va tourner dans le sens inverse. Si j'en avais une troisième, alors elle tournerait dans le sens inverse de la deuxième, et ainsi de suite. Alors, la troisième tournerait dans le même sens que la première, et ainsi de suite. Et on sait aussi dans les roues de friction que les plus petites tournent toujours un petit peu plus vite. Puis pour calculer la vitesse, on pourrait tout simplement prendre le diamètre. Donc, on a toujours une roue qui est menée, qui est menante, et une qui est menée. Mais souvent, pour trouver la vitesse d'une petite roue, on prend le diamètre ou le rayon, ou dans le cas des roues dentées, le nombre de dents de la plus grande divisé par le diamètre ou le rayon ou le nombre de dents de la plus petite. Ça va nous donner le combien de fois la plus petite va plus vite par rapport à la grosse roue. Ensuite, il y a, être capable aussi de reconnaître les avantages ou les désavantages, par exemple, des roues qui sont de friction. Bien, avoir un frottement suffisant et une bonne adhérence, parce que sinon, ça peut glisser ce principe-là. Donc, si on vous demandait dans une analyse techno, par exemple, de penser à comment on pourrait transformer, améliorer un système de roue de friction, ben, ou pourquoi qu'on peut laisser tomber ce système-là, donc donner les raisons, ben, pour pas avoir de glissement, justement, donc pour éviter le glissement, parce que ça peut glisser quand même si les forces sont très, très grandes. Alors, les roues aussi de friction tournent en sens inverse, l'une de l'autre, là, les roues immédiates, comme je l'ai montré tantôt. La petite roue tourne toujours plus vite que la grande. Ça peut être utilisé lorsqu'on n'a pas beaucoup de place, parce que ce sont collés les roues, donc on peut mettre ça dans un petit boîtier. On n'a qu'à penser au rouleau d'imprimante. Passons maintenant à un exemple, le vélo ici. La presse à imprimer, bon, le dynamo d'une bicyclette, on a la roue qui tourne et on a ici la petite roue du dynamo qui tourne aussi dans le sens inverse. Ça nous permet de faire de l'électricité. Nous avons par la suite le système poulie et courroie. Alors, nous avons nos roues qui sont reliées par une courroie. Alors ici, c'est pas direct. Et s'il y en a une qui tourne, l'autre va tourner dans le même sens. La plus petite va aller plus vite aussi. Alors, la petite roue tourne plus vite. C'est une transmission. Excusez, il y a un autre exemple aussi, c'est transmission de motoneige. Alors ça, ce sont des systèmes, OK? Toujours le système poulie et courroie, ça a une fonction de transmission. Ça transmet un mouvement de rotation à une autre pièce dans le même mouvement, un mouvement de rotation. Il n'est pas obligé, c'est pas obligé qu'il soit dans le même sens, mais on a toujours cette fonction-là de
transmission, c'est une rotation qui permet de faire une rotation. OK? Donc, fonction de transmission. Alors, si nous avons, dans une analyse techno, des roues avec une courroie et qu'on vous demande la fonction, peu importe, on va dire une fonction de transmission. La roue ici transmet un mouvement de rotation à l'autre. Donc, la roue en rotation transmet un mouvement de rotation à l'autre. Très important d'utiliser ces termes-là, précis et propres à la techno. Attention avec les courroies, si vous avez un 8, celle-ci va tourner dans le sens inverse si celle-ci tourne dans ce sens-là. C'est comme si elles étaient en friction. Donc, faire attention si jamais vous avez ça. Les avantages, je ne les ai pas écrits, mais c'est sûr que les roues ici, lorsqu'elles sont reliées par des courroies, ça prend un peu plus de place. Il y a des gorges aussi pour recevoir la courroie. Il y en a qui sont plus efficaces. Il y a des encavures un peu plus profondes. Mais en fait, c'est sûr que c'est pas le meilleur système. Le meilleur système, on va le voir tantôt, c'est avec des dents. Donc, lorsqu'on a des chaînes, là, on ne risque pas d'avoir de glissement. Ici, on peut quand même avoir un glissement si les forces sont très grandes appliquées aux roues. Alors, on arrive à l'engrenage, qui est aussi un système de transmission. OK? Donc, nous avons des roues dentées, communément appelées en bon québécois des gears, qui permet la transmission. OK? C'est des fonctions de transmission, on n'oublie pas, là, d'un mouvement de rotation, puis ça va faire tourner l'autre roue dentée. Donc ici, lorsqu'on a des dents, ça évite vraiment le glissement. C'est vraiment plus précis aussi. C'est des mouvements plus précis. Lorsque vous avez des roues qui sont dentées et qui sont de friction, ben, la rotation des roues est inversée l'une par rapport à l'autre, celles qui sont vraiment en contact. Bien entendu, la petite va tourner toujours plus rapidement. Nous avons un système qui demande à être lubrifié parce que souvent, ça peut faire du bruit. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, la petite qui a moins de dents va tourner plus rapidement. Si on veut savoir combien de fois elle va tourner plus rapidement, alors on peut tout simplement faire le nombre de dents de la grande divisé par le nombre de dents de la petite. On pourrait prendre donc c'est ça, le nombre de dents, là, ça suffit, le rapport des dents. Par la suite, roue dentée et chaîne, c'est encore un système de transmission de mouvement et non de transformation. On va le voir tantôt, la transformation. Alors ici, c'est très, 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 très efficace avec la chaîne et les dents. Là, il n'y a plus de glissement possible. Nous avons aussi, bien entendu, on ne l'a pas mentionné, mais quand c'est séparé par une courroie ou même par une chaîne, ça va juste dans un sens. Le sens unique de rotation. Ici, vous avez, quand ça tourne d'un sens, ça l'entraîne l'autre roue dans le même sens. Donc, ce qu'on veut dire aussi, sens unique de rotation, souvent, c'est pas réversible, ces systèmes-là. Pensez à votre bicycle, quand vous reculez les pédales, vous ne pouvez pas reculer avec le bicycle. Donc, c'est non réversible. Donc, on passe maintenant. Ah oui, ce qu'il faut faire souvent avec ce système-là, c'est de le lubrifier, mettre de l'huile, mettre de la graisse, parce que ça a tendance souvent à faire du bruit. Maintenant, la roue est vis sans fin. Ce qu'il faut retenir ici, c'est encore de la transmission. Donc, transmission. Transmission. Ça veut dire que la vis ici va tourner. Donc, c'est de la rotation. Et ça va transmettre un mouvement de rotation à notre roue dentée. Ça ici, ce qu'il faut retenir aussi, c'est un système non réversible. Faire attention, on en a parlé souvent. Alors, non réversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, par exemple, c'est la vis, lorsqu'elle tourne, elle entraîne la roue dentée. La question qu'on peut se poser, si on tourne la roue dentée, est-ce qu'on peut faire tourner la vis? Non. Alors, c'est non réversible. Parce que souvent, on pense que réversible, c'est lorsqu'on peut tourner la vis, par exemple, d'un bord, d'un sens, et de l'autre. C'est pas ça, réversible. Réversible dans un système en techno, là, tu regardes tes deux pièces et tu dis, est-ce qu'en tournant celle-ci, j'entraîne elle? Oui. Et à l'inverse, est-ce qu'en tournant celle-ci, j'entraîne elle? Non. Alors, c'est non réversible. Si j'avais répondu oui, j'aurais dit que c'est réversible.
Alors, même chose, c'est la vis qui va tourner le plus rapidement. On n'a qu'à penser au tracteur. Donc, lorsqu'on a une souffleuse à neige qui est attachée derrière un tracteur, nous avons vraiment ce principe-là de vis sans fin. Lorsqu'on accorde des guitares aussi, on a ce système-là. C'est un système relativement très précis. Donc, on a l'avantage à l'utiliser pour justement lorsqu'on a de la précision à avoir. Ensuite, changement de vitesse, on l'a mentionné tantôt. On a un organe qui est menant ou moteur et on a une petite roue qui est menée ou une plus grande aussi qui peut être menée. Retenir qu'elle ne tourne pas à la même vitesse. Par contre, la petite roue dentée ou roue, tout simplement, va tourner plus vite. Excusez. La roue qui possède plus de dents, c'est la plus grande. Elle va tourner moins vite. Ensuite, nous avons les constructions et particularités du mouvement des systèmes de transformation. Donc, les fonctions de transformation. Ça, c'est différent de la transmission. Ça, la transformation, ça veut dire que j'ai un mouvement de rotation qui donne un mouvement de translation, ça déplace. Ou bien, de la translation qui transforme en rotation le mouvement d'une autre pièce. Donc, j'ai une pièce qui fait une rotation, ça l'entraîne l'autre dans un mouvement de translation. Ou bien, j'ai une pièce qui fait une translation et qui va entraîner l'autre dans un mouvement de rotation. Très important de faire la différence entre les deux, transmission ou transformation. Un exemple de ça, vis et écrou. Donc, lorsque vous vissez des boulons sur une vis, donc on a vu que c'est un guidage hélicoïdal, donc rotation, puis la vis, ça va rentrer dans la pièce de bois, par exemple. Alors, ça transforme un mouvement de rotation en mouvement de translation. C'est non réversible. Ça veut dire quoi? Attention, ça ne veut pas dire que je peux tourner ma vis. Quand j'ai une vis, j'ai des petits pas de vis. Je peux avoir un écrou aussi, là. Alors, si j'ai une pièce de bois, OK? Alors, ou une pièce de métal, peu importe, le bois peut être fixé. Alors, la vis va avoir un mouvement de rotation et la vis va se déplacer dans la pièce de bois, donc de la translation. C'est non réversible. Ça veut dire, est-ce que je peux, en déplaçant ma pièce, bien souvent, on ne peut même pas là, le faire, faire une rotation puis une translation à ma vis? Non, pas vraiment. Alors, il y a beaucoup de frottements dans ce système-là entre la vis et l'écrou. On n'a qu'à penser au compas à vis, aux poignées de robinet, capuchon vissé d'une bouteille d'eau. C'est tous des exemples de guidage hélicoïdal, mais c'est des mouvements donc, quand vous dévissez votre bouchon de bouteille d'eau, ben, le bouchon tourne, mais en même temps, il se déplace en translation. La grosse clé à tuyau. Donc, on a ici qu'on peut tourner cette petite pièce et on a la translation qui se fait avec l'autre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pardon. Ici. Bon, le dessin n'est pas vraiment approprié. J'aurais aimé mieux avoir juste une tige et non la roulette. Mais en tout cas, bref, on a vu, hein, on a observé ça en laboratoire, en démo, que la came, ici, elle peut avoir différentes formes. Lorsqu'elle tourne, la tige va aller en translation. Came et tige guidée. Attention, c'est non réversible. Alors, souvent, il y a des jouets qui sont faits avec ce principe-là. On fait lever et descendre une petite tête sur un jouet lorsque celui-ci roule. Alors, la came et la tige guidée, attention, c'est non réversible. Ça veut dire que si je tourne la came, je peux déplacer la tige. Mais si je déplace la tige, je ne peux pas tourner la came. C'est ça que ça veut dire, non réversible. Alors, passons au soupape d'un moteur. Il y a différents exemples. Ensuite, de transformation, nous avons le système bielle et manivelle. Même principe. Alors, vous avez la manivelle qui tourne et vous avez le piston qui se déplace en translation. Souvent, les moteurs, nous avons ceci. Ici, c'est réversible, donc à retenir, très important. Nous avons par la suite pignon et crémaillère. Ça, c'est réversible. Alors, le pignon et la crémaillère. Alors, nous avons une roue dentée, c'est réversible avec
une barre dentée. Ça exige beaucoup de lubrification. Il y a certaines cuillères à crème glacée qui sont faites avec ce principe-là. Les petits trains à crémaillère, etc. Donc, il faut se rappeler du système. Ici, il est réversible. Ça veut dire que si je déplace ma crémaillère, le pignon va se déplacer. Si je déplace le pignon, la crémaillère va se déplacer. Par la suite, c'est terminé.